Alors, l'idée de Goofy Dame, c'était un jeu de dames, mais goofy. Goofy, ça veut dire bête, idiot, maladroit. C'était ce qui allait représenter notre jeu de dames, voilà. On en a même fait un logo, qui est sur le site d'ailleurs. Un jeu de dames qui devait être à notre manière, qui devait nous représenter. L'une des idées initiales de notre jeu de dames, c'était qu'on puisse changer les textures, mettre ce qu'on veut, n'importe quoi, et rendre ça goofy justement. Et par ailleurs, on voulait aussi mettre un bouton permettant de mettre des textures qui seraient déjà pré-enregistrées et mettre quelque chose de rigolo, par exemple nos têtes ou des skibidi toilettes. Alors mes contributions sont le menu déjà. Le menu qui a été pratiquement fait entièrement par moi. Les animations, je m'occupais pas mal du CSS. J'ai fait aussi du JavaScript. Sur la page principale du jeu, où j'ai ajouté un petit bouton musique pour rajouter une ambiance agréable au jeu. J'ai rajouté des petits boutons goofy, humoristiques, comme ça par exemple, ou ce bouton, le bouton ricanement qui fait un petit ricanement justement. J'ai choisi des icônes. Mathis m'a un peu aidé d'ailleurs pour la sélection des icônes. Et c'est à peu près tout sur ça. Alors, une des particularités du logo, c'est lorsqu'on passe le curseur par-dessus, on voit que le logo fait une rotation de 360 degrés. Ce qui a été utilisé pour ça, c'est du CSS. Donc, on rentre dans la balise du logo, sa classe, qui sera donc image rotate. Et dans le CSS, on va écrire .imageRotate, .over. Over, c'est le curseur qui passe par-dessus. Over, qui veut donc dire dessus. Lorsque l'ordinateur détecte que le curseur passe par-dessus le logo, il applique une transformation qui est donc une rotation de 360 degrés. Une animation qui va durer pendant 2 secondes. On voit aussi que quand on relance la page, le logo apparaît petit à petit. Au début, il est transparent, il est invisible, et petit à petit, il apparaît, il devient visible à l'utilisateur. Pour ça, j'ai utilisé la méthode keyframe, qui va en fait s'adapter selon l'ordinateur, et petit à petit, va faire passer l'opacité de 0 à 1, donc 1 au maximum. Comme on peut le voir, from opacity 0, donc initialement c'est invisible, to opacity 1, l'opacity 1, ça veut dire à l'opacité 1, l'opacité maximale. Ensuite, on peut s'intéresser au bouton rotation, parce que c'est drôle, qui va utiliser le CSS, mais qui est programmé en JavaScript. C'est-à-dire que le programme JavaScript va répéter en permanence le CSS. Donc, de le faire tourner de 360 degrés en permanence. Mais le problème, c'était qu'aussi, il le rendait invisible en permanence aussi. Donc ça, c'était un problème à régler. Il a fallu rajouter dans le code JavaScript de petit à petit éclairer le logo, parce que sinon on n'y voyait plus rien, c'est comme s'il n'y avait pas de logo. Il fallait aussi préciser si le bouton rotation était en fonction ou pas, pour dire à l'ordinateur s'il fallait changer le texte en bouton hélicoptère off ou bouton hélicoptère on. Donc c'est pas compliqué, à chaque fois si c'était en marche, on mettait dans une variable que c'était true, donc vrai, et sinon l'inverse, false, pour à chaque fois dire à l'ordinateur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, est-ce que c'est en fonction ou pas.
Il y a aussi le bouton ricanement, un bouton tout aussi amusant que le bouton rotation, où là, on va encore une fois utiliser le JavaScript. On va dire à l'ordinateur de surveiller en permanence le bouton et de voir si l'utilisateur clique. Et si jamais il clique, on lui demande de lancer une fonction, d'appliquer la fonction suivante. La fonction qui n'est d'ailleurs pas très compliquée, c'est simplement de créer une variable audio qui contiendra l'audio mis précédemment dans le HTML et d'exécuter la commande audio.play, ce qui veut, comme le nom l'indique, jouer le son. Sur le jeu principal de GoofyTime, il y a aussi un bouton un peu similaire aux deux précédents, qui est un bouton qui va lancer un audio, comme le bouton ricanement. À l'inverse du bouton ricanement, c'est un audio qui va se lancer en boucle. Il ne s'arrêtera jamais. Et il faudra aussi modifier le texte, comme pour le bouton hélicoptère, où il faudra préciser si c'est on ou si c'est off. Donc, comme pour le bouton ricanement, on utilise le JavaScript, on demande à l'ordinateur de surveiller en permanence le bouton et de voir si l'utilisateur clique. S'il clique, on exécute une fonction. Cette fonction, elle dit que si la variable musicPlaying est égale à true, donc ça veut dire qu'elle est vraie, alors mettre en pause le son. Vrai, ça veut dire que le son est en train de se jouer, donc l'utilisateur a cliqué pour arrêter le son. Et sinon, on joue la musique tout simplement. Si la musique a bien été jouée, on change musique off par musique on. Et inversement pour l'autre, par musique off. Mais très important, une fois que l'utilisateur a cliqué, on change la variable musicPlaying par du coup son opposé. Donc si elle est égale à true, donc vrai, il devient false, donc faux. Et si c'était false, ça devient true. Alors parmi les difficultés que j'ai rencontrées, il y a le temps. Parfois on n'avait pas assez de temps pour faire le projet. Et d'ailleurs, même pour cette vidéo, c'est un petit peu juste. Il y a aussi les fichiers, le fait de ne pas mélanger les anciens fichiers avec les nouveaux, ça a un peu ralenti la progression. Et personnellement, moi, ce qui m'a été le plus dur, c'est le bouton musique. Bon, et bien, je vais désormais laisser la parole à Clément qui va poursuivre les explications. Donc moi, Clément Chabrier, j'ai fait les pages de synthèse, de présentation des membres et enfin de l'équipe et leur rôle dans le projet, et la page de présentation des règles du jeu et des spécificités de ce dernier. Donc j'ai choisi de vous parler d'abord d'une partie de mon code CSS, car ça repose majoritairement là-dessus, mes pages, et ensuite une partie de mon code JavaScript, enfin mon code JavaScript en entier même, qui est associé aux animations qui ont été faites dans le CSS justement, dont je parlerai juste avant. Là, je vais vous laisser un petit extrait des sons qui sont sur la page que j'ai fait justement grâce à ces animations. Et surtout les différents sons que j'ai pu y ajouter. Donc tout d'abord, il y a le CSS avec les A after, les A over, les points texte over. Donc tout ça, c'est des catégories qui sont associées à des animations selon le moment. Donc par exemple, le texte.over, lorsque du coup je mets ma souris au-dessus des blocs de catégorie texte, là j'ai fait en sorte que ça agrandisse de 1,1 fois la taille, avec un temps de transition de 1,5 secondes, que ça change le couleur du fond avec la couleur que j'ai choisie, et que ça change la taille du texte de 50% en l'augmentant lorsque le curseur est dessus. Mais j'ai aussi fait en même temps que pour les catégories de texte H2, de la classe .underline et pour la classe P, lorsque je survole de nouveau la classe texte, là ça va mettre la couleur du texte en blanc. Et j'ai fait la même chose pour A et H1, mais en rajoutant un text shadow qui met une ombre au texte
parce que c'est des éléments un peu plus importants et un peu plus central dans les pages, donc je veux que ce soit plus marqué. Et surtout pour pas que ce soit totalement monotone, tout en blanc. Ensuite, il y a la partie JavaScript. Donc, c'est en trois catégories qui sont trois fois la même chose en réalité. C'est composé de quatre lignes à chaque fois. Une ligne qui cherche quand est-ce que tu vas déclencher. Donc, là, à chaque fois, c'est lorsque la classe text, A et container sont sélectionnés. Donc, ensuite, il y a la condition avec élément add event listener. Donc, c'est soit lorsque la souris passe dessus avec mouse enter, alors lorsqu'on clique avec les éléments de classe A. Euh, donc là, j'ai choisi ça pour les liens, mais ça peut être au survol pour les différents blocs. Ensuite, on choisit l'action effectuée. Donc ici, c'est lire un audio, que j'ai choisi à chaque fois indifférent pour chaque action. Et une commande qui joue le son. Du coup, ça permet que lorsque on se déplace dans la page, on ait des animations pour que ce soit goofy, parce que c'est le thème justement de notre projet et qu'on a voulu retransmettre ça directement dans les pages. Donc je vais laisser la parole ensuite à Mathis Chaput pour présenter sa partie de code et la suite du projet. Alors, à partir de maintenant, on va plutôt parler du code du jeu en lui-même. Pour ma part, je vais commencer par parler de l'affichage du plateau qui va être évolutif en fonction des actions du joueur. Puis après, je vais parler d'une fonctionnalité qu'on a vraiment voulu mettre dans le jeu, celle de pouvoir modifier les textures du jeu par des images PNG. Au début, c'était celle qui se trouvait sur le PC de l'utilisateur. Le problème, c'est que c'était un petit peu compliqué de devoir fouiller à chaque fois pour reprendre les bonnes images et les bons PNG. Donc à la place, on a rajouté une alternative, le bouton en bas à droite, Goofisation, qui va permettre de pouvoir modifier l'ensemble des textures rapidement avec des images qui sont directement mises dans l'archive de notre projet, ce qui permet de ne pas avoir à fouiller à chaque fois dans son ordinateur. Juste avant ça, on va faire un rapide détour vers comment fonctionne l'affichage du plateau. Elle va être réalisée par deux fonctions. D'abord drawboard, qui va être appelée dans la plupart des autres fonctions de mouvement, puisque celle-ci va pouvoir redessiner les cases et les pions du plateau en fonction des nouvelles coordonnées qu'elles ont. Même si les cases n'ont pas de nouvelles coordonnées, elles ont quand même une coordonnée de base qui va être délimitée qui va être instaurée par les colonnes et les lignes, comme les pions, qui vont quant à eux avoir des coordonnées qui vont être modifiées à chaque déplacement. Et ce qu'on va aussi retrouver dans les fonctions de déplacement. Donc là, on peut retrouver l'ensemble du code de la fonction, qui va aussi prendre en charge euh, le fait de surligner la case qui a été sélectionnée et aussi les mouvements qui sont disponibles quand on sélectionne ce pion. Par exemple, là, si on revient sur le plateau, la case sélectionnée, enfin, plutôt le pion sélectionné, c'est celui surligné en jaune. Puis après, on a tous ces déplacements disponibles. Par exemple, pour un pion basique comme celui-ci qui n'a aucune capture, on a les cases en bas à gauche et en bas à droite. Si on redescend un petit peu plus au niveau du code, on peut retrouver la fonction drawPiece qui va quant à elle dessiner les pions en question par rapport à la taille du plateau, plutôt des cases du plateau, ce qui va être rapide lorsqu'on va vouloir faire des améliorations ou changer l'affichage du plateau, que ce soit sa taille, même si ça n'a pas vraiment d'utilité pour le projet en lui-même, puisqu'on n'a pas vraiment eu besoin de modifier la taille du plateau. C'est quand même pas mal utile si on a vraiment envie d'apporter des améliorations pour modifier le plateau. En ce qui concerne l'affichage, c'est à peu près tout. On va passer maintenant tout en bas au niveau des textures qui sont modifiables avec la fonction Apply Texture. Une fonction qui va être directement en lien avec les inputs qui sont présents dans le HTML du jeu. Des inputs qui vont permettre de pouvoir instaurer, si on regarde ça sur la page internet, qui se trouve dans le déroulant juste en bas, des inputs qui vont permettre à l'utilisateur de rentrer l'image qu'il veut et de pouvoir directement les changer. Par exemple, là, en prenant comme exemple le logo de notre groupe, on peut modifier les cases claires. Et là, on va modifier l'ensemble de toutes les cases claires du plateau. Et on peut aussi remettre à zéro juste en bas avec le bouton réinitialiser les textures. Pour revenir sur le code du jeu, la fonction va se résumer à reprendre l'idée de ce qui va être modifié par l'utilisateur. Donc l'idée, ça va être un peu le nom de la case ou du pion qui va être modifié, que ce soit un pion clair ou un pion foncé, ou les cases claires et même les rennes.
Ensuite, en dessous, on va retrouver au niveau de cette partie-là une condition qui va déjà vérifier si l'utilisateur a bien rentré le lien vers une image. Puis après, de la lire et de l'enregistrer pour pouvoir ensuite la mettre à la place des textures des pions. Donc par rapport à ça, on a l'alternative en question, le bouton GoofyDam, qu'on va retrouver ici, bouton Goofisation, qui va se poser sur la fonction GoofyDam. Donc si on utilise le bouton en bas à droite, qui se trouve en bas à droite de la page en ligne, on va avoir une modification de l'ensemble des textures du jeu pour rendre un petit peu plus festif la partie. Puis après, on va aussi avoir la création de confettis qui vont tomber et l'arrière-plan qui va changer de couleur. Si on revient sur le code de la fonction, on peut voir ici qu'il va se composer d'abord d'un bloc qui va être spécialement pour les confettis. Il va donc créer les confettis en haut de l'écran, puis après, avec une animation qui se trouve dans le CSS un peu plus haut, appliquer cette animation aux confettis qui vont donc tomber indéfiniment jusqu'en bas de la page. En dessous, on peut retrouver une constante qui va permettre de changer les textures des pions et des cases, mais plutôt aléatoirement. C'est pas vraiment un vrai aléatoire puisque ça va être juste un chiffre compris entre 0 et 5 qui va être le choix décisif au niveau des conditions ici pour pouvoir faire tourner la petite banque d'images qu'on a au niveau de l'ensemble des textures, histoire que le bouton ne soit pas répétitif et que ce soit plutôt amusant de l'utiliser un petit peu plus qu'une seule fois. Maintenant que j'ai fini de parler des textures et de l'affichage du plateau, je vais laisser la parole à Emile qui va nous parler un peu plus en profondeur du jeu et de son fonctionnement. Donc, comme Mathis vient de l'expliquer absolument la plupart du code, moi il me reste juste à expliquer comment est-ce que les mouvements sont faits dans le jeu et le, le serveur et socket.io, comment est-ce qu'on l'a implémenté, qui marche au niveau du mode local, etc. Il y a deux types de pièces dans le jeu dames, bon ça vous le savez, les pions normaux et les dames. Du coup pour chacun des moves, il faut prendre en compte si c'est des pions ou si c'est des dames. Donc ça c'était très énervant parce qu'on a d'abord fait tout le code du jeu avec les pions, etc. Et puis après on a rajouté les reines. Et du coup avec les reines ça a été très compliqué, on a eu beaucoup de problèmes. En plus de ça il y avait des bugs, etc. etc. Juste en plus de ça le fait de forcer les captures, c'était très dur à mettre dans les reines, mais on a réussi. Donc du coup, pour les sélections et déplacements, en fait c'est plutôt simple. Euh, Il y a même une manière très simple de voir ça. C'est que dans une ancienne version, j'ai mis quelque chose qui monte dans la console à chaque fois les coordonnées de quelle case tu cliques. Et, euh, et en fait, il y a la fonction makeMove qui s'occupe de faire un move. Et en gros, juste ça voit les deux cases auxquelles tu cliques, c'est-à-dire la première et la seconde. Et ça vérifie si tu peux faire un move et puis après ça fait le move. Euh, Aussi, il faut savoir que c'est la fonction drawboard qu'on peut rechercher tout de suite. C'est la fonction drawboard qui s'occupe que à chaque fois qu'un move est fait, euh, tout est revérifié et tout est redessiné et tout avec les textures personnalisées. Donc même quand on fait un move, les textures personnalisées restent, etc. Et c'est aussi celle-là qui s'occupe d'afficher les coups valides avec le petit rond vert qu'on a mis. Et le système de mouvement, du coup, il est plutôt simple. C'est juste, ça check le premier endroit où est-ce que tu as cliqué, puis après ça check le second endroit où est-ce que tu as cliqué, si ça vérifie si ça peut faire un move, si c'est un move valide. Ça le fait si c'est un move valide. Et, euh, et pour qu'un move soit valide, il faut que tu n'aies pas de capture disponible aussi, car les captures sont obligatoires. Et ça, c'est vérifié par une autre fonction qui est la fonction force capture. Bref, tout ça c'est très simple. Et c'est tout ce que j'avais expliqué pour cette partie. Le serveur socket.io, je l'ai trouvé en cherchant sur Google. J'ai cherché la manière la plus simple de faire un jeu en ligne en temps réel qui marche bien. Et donc du coup, dans le jeu.gs, il y a des fonctions qui font en sorte qu'on se connecte à un serveur et que après ça marche. Alors le socket.io, comme vous pouvez le voir sur le site actuellement du prof, ne marche pas parce que les deadlines étaient trop proches pour faire un truc en ligne. Mais du coup, techniquement, il marche en ligne locale,
Ce qui veut dire qu'il marche si il y a deux personnes sur la même connexion internet ou si tu joues dans deux onglets différents. Donc le en ligne marche en lui-même, le code marche en lui-même, le code est plutôt long, plutôt dense, et il marche, mais le problème c'est juste la façon dont on l'a implémenté dans le serveur. J'ai pas pu parce que j'ai lu toute la documentation et la documentation était très floue sur ça. Euh, donc j'ai pas pu faire plus que... je pouvais pas faire plus quoi. Et il n'y avait pas de vidéo tuto qui pouvait faire ce que je voulais faire. Donc pour faire simple, juste ça lit en continu s'il y a des choses qui sont faites. Et quand tu fais un truc sur ton onglet, sur ton écran, etc., ça envoie la donnée avec socket.io. Ça dit qu'un mouvement a été fait. Puis après, euh, le plateau sur ton écran se met à jour grâce à Board Update, qui est une fonction qui est quelque part. Il y a beaucoup de code qui est juste le fait de revérifier que tout est bon, parce que il y a énormément de bugs. Si juste tu fais ça, tu peux cliquer un peu partout et tu peux faire un peu beaucoup de moves qui ne marchent totalement pas. Pour rejoindre une game, c'est simple, on a fait en sorte que faut que tu mettes un ID qui est créé quand tu crées une nouvelle partie. Et le serveur, il gère absolument tout. Le socket.io, c'est très bien. Ça gère bien les déconnexions, les abandons de partie, les victoires, les défaites. Donc, je pense qu'on vous montrera dans la vraie vie. Euh, En local, ça marchait très bien. Il n'y avait aucun problème. Et c'était aussi fluide que si tu jouais sans le mode online. C'était tout autant fluide. Et du coup, ça m'a appris un peu ce que c'était un socket et ce que c'était que les frameworks, parce que j'ai dû jouer avec beaucoup de modules qui venaient d'autres choses, qui sont des dérivés de JavaScript. Et, euh, et voilà, donc pour mes sources utilisées, il y a la documentation de socket.io, disponible en lien sur notre site. Et c'est un peu tout. J'ai pas eu de grandes difficultés à part les difficultés que j'ai eues d'intégrer ça au serveur plutôt qu'en local. Et aussi, j'ai eu des difficultés à faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème quand on joue, parce qu'il y avait souvent beaucoup de problèmes avec la communication client-serveur, ce qui était extrêmement énervant, mais du coup, tout marche bien. Si vous avez des questions, vous pouvez demander directement, soit sur Discord, soit jeudi quand on se voit.